On est parti. Des bons scores sur la rediff des cadets. Ouais, bah écoute, tant mieux. Hein. Je suis surpris et agréablement surpris de voir que ça fonctionne mieux pour l'aspect culturel que l'aspect gaming. C'est bon signe. Je suis plutôt content de ça. J'avais peur que ce soit le contraire. Bon, on est parti. Putain, je suis rincé en plus. Un mois de stream, je suis déjà rincé. Je sais pas comment font les gens avec une famille et un travail pour proposer du contenu intellectuel. Enfin, intellectuel, non, j'ai un métier, mais j'ai pas pour but d'exposer le fruit de ma pensée, disons, culturelle. Bon. On va continuer notre liste, cette fois en des temps glorieux de Basile Ier à Alexis Ier. Enfin non, jusqu'à Nicéphore III, Botanéiates, donc juste avant Alexis Ier. J'en profite aussi pour le dire maintenant. Ouais, c'est ça, il y a que les agriculteurs qui sont fatigués. Mais donc la dernière partie sera dans 3 semaines, puisque la semaine prochaine on te reçoit toi Pierre, hein, à la place de cette tier list qui était prévue à la base, donc ensuite on rétablira le calendrier, donc dans 3 semaines la dernière partie. Allez, poursuivons sous la forme qu'on avait décidé de suivre, donc putain on n'a pas fini mes salauds. Hein. Donc Basile Ier. Bon, avec lui on a une dynastie très importante qui s'installe, qui par des ramifications un petit peu capillotractées sur la fin. En fait, ce sont les empereurs époux, ce qu'on appelle un peu les empereurs époux sur le dernier demi-siècle, mais en tout cas, on a une dynastie qui va régner pendant près de 200 ans. Donc Basile Ier, le Macédonien, est un homme de basse extraction, qui s'est fait remarquer de l'empereur précédent pour sa force et son talent de dresseur de chevaux, sans qu'on sache très bien d'ailleurs son origine réelle, puisque il est né dans le thème de Macédoine, d'où son nom, mais le thème de Macédoine correspond plus à la Thrace actuellement. Ça correspond ni à notre Macédoine, ni à la Macédoine d'Alexandre. Basile Ier se serait échappé de Bulgarie, où il avait été déporté dans le cadre des grands transferts de population dont on avait parlé, qui servent à affaiblir les adversaires à la frontière. Donc il fait assassiner Michel III, et son couronnement se fait sans souci. C'est un homme ambitieux, mais c'est un homme déjà vieux quand il monte sur le trône, qui a appris un petit peu sur le tas, et qui va se révéler assez plein de qualités. Sur le plan intérieur, son règne est assez calme. Il prépare un important travail législatif dont profitera son successeur et fils. Enfin, fils présumé. Et donc c'est sous son règne que les Bulgares choisissent l'église de Constantinople, tendant encore plus... Alors, non pas l'orthodoxie, mais l'église de Constantinople, au sens de proximité politique et patriarcale, au sens national. On n'est pas encore à la division et au schisme qui viendra, même s'il est déjà installé. On sait que on reviendra sur 1054, qui est une date un petit peu factice. Donc sur le plan extérieur, Malte est perdu en 870, mais il récupère Chypre. Syracuse est perdu, mais Tarente, Bari et la Calabre sont récupérés, donc les Arabes progressent en Sicile, mais ils sont chassés cette fois définitivement du continent. Il échoue à détruire complètement les Pauliciens, mais leur pouvoir est fortement entamé et leur état s'effondre, et ils vont se répandre un peu partout, notamment dans les Balkans, où ils vont jouer encore un rôle religieux et militaire important. On avait déjà parlé d'eux. On y reviendra peut-être sous Alexis Ier dans la dernière session. On verra, si j'y pense. Donc son règne est marqué avant tout par la stabilité, surtout la volonté de retour de l'Empire au centre des affaires de la Méditerranée, en réaffirmant notamment la présence italienne de l'Empire. Ce qui peut se permettre par la paix qui règne avec les Bulgares et la frontière stabilisée avec le califat qui a d'autres chats à fouetter et pas mal de révoltes intérieures. On sera bientôt au temps des indépendances des différents émirs. En fait, c'est pas un règne énorme, c'est un règne assez long, mais il bénéficie surtout d'une importante aura positive parce qu'il a une postérité qui va savoir faire fructifier cet héritage. Donc moi, Basile Ier, on va le mettre, hop, en Rex. Il ajoute simplement quelques moellons aux décennies précédentes et rien n'est retiré, donc c'est un règne voilà, positif, pas exceptionnel. Maintenant Léon VI. Léon VI le Sage. Alors lui, donc il est co-empereur avec son père et avec ses frères. On n'est pas sûr toutefois que Basile Ier soit réellement son géniteur, ce serait plutôt l'empereur précédent Michel III, parce qu'en fait Michel III était bien emmerdé que sa maîtresse soit enceinte de ses œuvres et lui a fait épouser Basile.
ce qui expliquerait pourquoi Basile ne pouvait pas blairer ses 2 premiers fils. Donc dès son accession au trône, il place son frère comme patriarche et il va continuer le gros travail de révision législative commencé par son père. Sur le plan extérieur, la paix avec les Bulgares est rompue. Les Byzantins sont vaincus en 896, qui consacre la domination bulgare sur les Balkans pour quasiment un siècle, plus ou moins disons, ce qui consacre aussi l'indépendance de leur propre patriarcat, un ambitieux programme politique pour accéder en fait à un statut plus prestigieux par rapport à leurs voisins. Donc ça va passer par l'architecture, ça va passer par le plan religieux, donc l'indépendance du patriarcat, ça va passer par le militaire. La Sicile est définitivement et totalement perdue en 902. Thessalonique, qui est quand même la seconde ville de l'Empire, une ville excessivement importante, elle est ravagée par les pirates musulmans en 904, ce qui me permet de faire un petit point bibliographie. Vous avez l'excellent Thessalonique, chronique d'une ville prise, sur les 3 sièges de la ville à différentes époques vus par différents acteurs. Pour une fois que je pense à la biblio, le livre est aux éditions Anacarsis. Il n'est pas donné de mémoire, de toute façon ces éditions sont extrêmement chères. Mais il y a énormément de livres sur l'Empire qui sont très intéressants et que vous trouvez pas ailleurs. Donc voilà, les 3 sièges, les 3 prises de la ville en 904, en 1180 quelque chose par les Normands, 1183 ou 1185, là je sais plus tout de suite. Et puis 1430 pile poil par les Ottomans qui la reprennent aux Vénitiens. Voilà, donc Thessalonique est ravagée. Par contre, l'empereur est plus heureux face à un califat toujours en crise. Il étend les frontières, il va créer de nouveaux thèmes qui vont permettre d'exercer ensuite une pression toujours continue sur les territoires arabes. J'en profite pour mettre les diapos. Tac. Donc ça, c'était l'Empire en 867. Là, on l'avait laissé à l'avènement de Basile Ier. Ici, vous avez les nouveaux thèmes qui sont fondés par Léon VI. Voilà, les cartes sont affichées, c'est bon, tout va bien. Donc c'est aussi sous son règne que la Rousse de Kiev vient assiéger Constantinople. Semblerait possiblement le contraindre à signer un traité commercial. Néanmoins, en fait, on est sûr de rien parce qu'on n'a aucune source grecque qui en parle, et en fait, avec les Russes et la Russe de Kiev, par rapport à l'Empire, on est sûr de rien avant à peu près le milieu du Xe, où on commence à avoir des éléments tangibles. L'empereur va aussi se marier 4 fois, qui provoque d'importantes disputes théologiques, puisque normalement, dans la vision rigoriste de ce qu'était l'orthodoxie de l'époque, on ne pouvait pas dépasser 2 fois le mariage, deux mariages sans être vu comme un pécheur et un fornicateur. Appuyé en plus par son propre code de loi qui interdisait plus de 3 mariages, donc il s'en dispense, il se marie 4 fois. Alors effectivement, on lui attribue à Léon VI les textes législatifs les plus importants depuis sans doute Justinien, les textes militaires les plus importants depuis Maurice, beaucoup de travaux dans tous les domaines. C'est bien, mais c'est pas essentiel. En fait, il a un règne de 24 ans qui comporte aussi beaucoup d'aspects légendaires sur cet empereur qui se promène parmi son peuple pour l'écouter, voilà. J'hésite, je vais retirer l'image, bougez pas, tic, hop, et voilà. J'hésite entre Rex et araignée, mais je vais le mettre on va le mettre en araignée parce que il a eu un règne à une époque favorable où l'Empire pouvait se permettre des défaites, et lui, araignée, sans qu'on ait beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Alors ensuite, alors ils ont mis Alexandre. Ouais, ok. Alors vous le trouverez, vous trouverez pas grand monde qui connaît Alexandre. J'imagine qu'il est dans les listes officielles parce qu'il règne à peine 1 an, enfin je crois, quelques mois. C'était le frère de Léon VI, c'était son co-empereur, hein, c'est la procédure normale, seul l'aîné est empereur en titre. Et c'est d'ailleurs le seul fils, je crois que c'est le 3e, c'est le seul fils de Basile Ier dont on est sûr qu'il soit le fils. Voilà, c'est un alcoolo qui monte sur le trône, on sait pas vraiment de quoi il est mort. Enfin voilà, de toute façon ce sera Teki, puisque personne ne connaît Alexandre comme empereur romain d'Orient. Enfin je pense. Ensuite vient Constantin VII. Constantin VII Porphyrogénète. Là encore avec lui on est encore sur l'idée de
de dynastie plus que de parentalité et surtout de légitimité, bien qu'il soit dit porphyrogénète. C'est le fils de Léon VI et de sa maîtresse Zoé Carbonopsina, donc celle qui avait été épousée en 4e noces et qui avait provoqué tous ces conflits, notamment avec le patriarche. Il est donc légitime, mais il est légitimé, il aura le surnom de porphyrogénète. Bon, il a 8 ans quand il monte sur le trône, donc on va avoir forcément une régence. Et là, du coup, j'en profite encore point bibliographie pour faire un petit aparté. On va bientôt entrer avec Constantin VII et on va dire avec les successeurs dans une ère qui est alors redondante, celle des coups d'État, mais qui est un peu différente des premières ères des coups d'État parce que on entre dans une ère un petit peu plus familiale, plus décentralisée, à but parfois moins constantinopolitain, moins impériaux, plus aristocratique de terre privée, ça veut rien dire, mais d'intérêt privé, moins direct. Les révoltes sont moins à but d'acquérir le pouvoir impérial. Et je vous conseille donc, c'était le but de la bibliographie, Pouvoir et contestation à Byzance, de Chenet, qui couvre la période de 960 à 1200 et des poussières, à peu près, qui est un très bon livre et qui permet de rentrer profondément dans cette logique de coup d'État et de contestation du pouvoir impérial à cette époque. Qui est un livre par un des spécialistes du monde byzantin en France. Donc les premières années de régence se passent moyennement, on a une première défaite contre les Bulgares, les factions vont un peu se déchirer au sein de la régence, et donc on va faire appel à un amiral, Romain Lécapène, qui va faire épouser sa fille à Constantin VII, et va se déclarer Basileus. Donc on va revenir sur Constantin VII parce qu'il est de retour au pouvoir après, mais on saute à Romain Ier, donc Romain Ier Lécapène. Donc c'était un amiral, je crois qu'il est stratège des Sibéréotes, mais je suis pas sûr. Donc il se déclare Basileus, Constantin VII n'est pas touché pour autant, il va se retrouver simplement relégué au fil du temps dans la hiérarchie impériale, puisque les fils de Romain Ier vont être associés au pouvoir. Donc à son arrivée, il a une guerre avec la Bulgarie sur les bras, il va conclure la paix avec les Bulgares qui rendent leur conquête contre un tribut, le mariage du tsar avec la petite fille de l'empereur, et la reconnaissance de l'autocéphalie du patriarcat, et la reconnaissance aussi bien sûr du titre de tsar. Voilà, donc on aura une paix assurée avec les Bulgares pour assez longtemps. Et donc cette paix en Europe lui permet de poursuivre la politique de reconquête en Asie mineure. Il va prendre l'importante ville de Mélitène en 934, ce qui est une des plus importantes reconquêtes de l'Empire depuis l'apparition de l'islam, et l'Empire fait son retour en Arménie. En 944, c'est Édesse qui est assiégée. L'armée impériale ne prendra pas la ville et va se retirer après avoir obtenu ce qu'on appelle le Mandilion. Le Mandilion, alors je connais pas l'histoire exacte non plus et j'ai pas regardé, j'ai pas révisé mes classiques, mais le Mandilion de mémoire c'est un petit peu le Saint-Suaire. Je sais pas s'il y a une association directe entre les deux, c'est là la question que je me pose, je ne sais plus. Mais le Mandilion c'est un petit peu le Saint-Suaire, c'est en fait une représentation de la face du Christ qui était supposée avoir été envoyée par un roi d'Édesse à cette époque-là qui s'était converti au christianisme. Voilà, les plus érudits nous diront si le Mandilion et le Saint-Suaire sont parfaitement associés, je ne sais plus. Donc voilà, les reconquêtes ouvrent la voie à ce qui va arriver par la suite face à un califat qui commence à entrer dans une crise profonde. Et du point de vue intérieur, l'Empire ressort encore renforcé, le travail législatif et religieux est positif, l'Empire est renforcé économiquement, même s'il y aura, ça je m'en souviens, une très grosse famine, ça fait partie de ces rares événements qui sont notés parce qu'ils ont été vraiment, ils ont impacté profondément l'Empire. Je crois que c'est suite à une grosse période de gel en 927. Voilà. À l'article de la mort, il va confirmer Constantin VII comme successeur. Il est déposé par ses deux fils qui ont été un petit peu détrônés, mais donc la foule va se révolter et Constantin VII est de retour. Donc voilà, mis à part sa prise de pouvoir qui est même pas tellement c'est même pas une usurpation, mais il n'y a pas grand chose de négatif à dire, même si Constantin VII, vu qu'il s'est trouvé dépossédé du pouvoir, va le dépeindre négativement, et Constantin VII est un auteur prolifique.
Mais je pense que Romain Ier, on peut le mettre en Rex sans trop de soucis, c'est un très bon règne. Je vais vous mettre, donc on est à peu près... il règne donc de 920 à 944, je sais même plus si je l'ai dit. Donc je vous ai mis, hop, bougez pas, le diaporama, tac, l'Empire en 950, hop, voilà. Voilà à peu près l'Empire en 950. Donc on voit à peu près le résultat de ce qu'on a dit. Ces difficultés en Europe face aux Bulgares et cette reconquête en Asie mineure qui commence à porter ses fruits. Donc voilà, retour de Constantin VII au pouvoir. Donc à la mort de Romain Ier en 944. Il va régner donc de 944 à 959. Donc c'est un empereur assez particulier, c'est un empereur qui est reconnu comme profondément laid, profondément érudit aussi. Qui n'est pas le fils de Léon VI pour rien, puisqu'il est un peu le modèle de l'empereur érudit, auteur de plusieurs ouvrages importants sur l'administration impériale. Donc vous avez le livre des cérémonies, le livre de l'administration, et vous avez un livre sur les thèmes dont j'ai complètement oublié le nom. Alors je sais que le livre des cérémonies, ça j'en suis sûr, il est trouvable aux belles lettres, mais ça douille un petit peu. Donc à chaque fois j'oublie de l'acheter, et donc je l'ai jamais lu, mais je sais qu'il existe et qu'on peut trouver le livre des cérémonies de Constantin VII sans aucune difficulté, qui dépeint un petit peu toute cette cour, tout ce cérémonial impérial, toutes ces relations administratives. Le Mandilion est détruit par les révolutionnaires en 1792, d'accord. Donc du coup déconnecté du Saint-Suaire, qui existe toujours, soit. Donc réponse à la question par ricochet. Donc bref, Constantin VII, c'est un énorme travail d'érudition. Lui va favoriser la famille Phocas, on y reviendra, elle va avoir un rôle important à jouer, même s'il poursuit la politique de son prédécesseur, et qui sera d'ailleurs la politique macédonienne tout du long, qui est celle de favoriser les petits propriétaires face à l'aristocratie. C'est une constante macédonienne. On dit macédonien, bon voilà, vous comprenez, c'est l'idée de la dynastie macédonienne. En général, il délègue énormément, parce qu'il en profite pour faire ses travaux d'érudition qui le concernent bien plus que l'Empire. Et sur le plan étranger, il échoue à reprendre la Crète, mais la frontière orientale tient bon grâce aux actions des bien connus et futurs empereurs Nicéphore Phocas et Gentimiskès. Donc en général, on aurait pu dire à régner, il vaut pas beaucoup mieux, mais bon, son legs intellectuel le met aussi en Rex, et puis dans le fond, c'est pas non plus un mauvais empereur en tant que tel, c'est un empereur assez effacé, plus centré sur les travaux de l'esprit que sur le sort de l'Empire en tant que tel, mais il a la chance de compter sur des subordonnés très efficaces. Voilà. Romain II. Alors, Romain II, là aussi j'ai pas fait l'oubli, j'ai bien noté toutes les dates de règne pour pas dire de conneries. Romain II il règne assez peu de temps, de 959 à 963. C'est le fils de Constantin VII, donc principe dynastique bien établi maintenant dans l'Empire depuis assez longtemps, depuis 2 gros siècles à peu près. Donc il épouse en 941 Théophano qui aura un rôle à jouer, très important, qui sera décrite par les chroniqueurs des siècles suivants comme une semi-mondaine, un petit peu à la manière d'une Théodora, mais qui était plus vraisemblablement la fille d'une famille noble. Et donc c'est à son avènement, à Romain II, très important, qui est organisé... Ah, j'ai pas enlevé le diapo. Bien vu, Pierre. Merci. Top. Tac. Voilà. Vous avez Constantin VII qui a rejoint Romain Ier. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Pierre. C'est cool. Donc je disais, à son avènement, est organisée la grande expédition de Crète, sous le commandement de Nicéphore Phocas, et qui, après plusieurs mois, reprend l'île aux pirates musulmans. C'est excessivement important parce que la Crète représentait vraiment un abcès pour les relations à la fois commerciales et le transit méditerranéen. Donc du côté oriental, l'action de Nicéphore Phocas et de son frère permet aussi de reprendre la grande ville d'Alep, enfin surtout de la piller. C'est pas vraiment la prise de la ville, c'est surtout son pillage.
Euh, alors toutes ces expéditions et ces armées menées par des généraux marquent la tendance de l'empereur à pas trop se mêler des questions importantes, mais aussi à savoir s'entourer, hein, et il meurt subitement. Romain II après une partie de chasse. Alors la rumeur, c'est pour ça que je parlais d'elle, accusera, et puis on n'a pas fini d'en parler. La rumeur va accuser sa femme Théophano d'empoisonnement. Il y a toutefois peu de chances qu'elle en soit à l'origine, puisque au moment où il meurt, elle avait à peine accouché quelques jours avant, et elle troquait un statut sûr de Basilissa contre celui beaucoup moins sûr de régente. Donc voilà, un règne qui partait sous de très bons auspices, qui s'annonçait très bon, mais qui fut beaucoup trop court, donc hop, à régner pour Romain II. Voilà. Nicéphore II, Nicéphore Phocas. Personnage intéressant. Nicéphore Phocas. Alors il y a une monographie sur lui qui m'a fait de l'œil plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais acheté. Chaque fois j'oublie aussi. Mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler. Je trouve ça très intéressant de pouvoir faire un petit peu un focus, et effectivement ça n'est pas dans la bibliographie, parce que ne l'ayant pas et ne l'ayant pas lu, je ne l'ai pas mise dans la bibliographie. Sinon sur la même époque et sur le même règne, vous avez les ambassades à Byzance de Liutprand Crémone, qui est très sympathique pour la vision occidentale des affaires, qui est largement biaisée et négative comme vision, bien entendu, et de la même façon vous trouvez aux éditions Anacharsis, mais un peu cher, je pense, pour ce que c'est. Donc à voir si les ambassades à Byzance sont trouvables sous d'autres versions. Voilà, parce que je trouve les éditions Anacharsis quand même un tout petit peu chères, voilà. Mais vous pouvez avoir une vision d'un ambassadeur à Byzance sous Nicéphore Phocas. Donc Nicéphore de Phocas, de son petit surnom la mort pâle des Sarrasins. Donc c'est un homme de la grande famille Phocas, famille qui connaît une ascension aussi météorique que sera sa chute. Et sa vie, avant son règne, doit être, on va dire que sa vie même doit être divisée en deux parties. D'abord le général, puis l'empereur. Et puis aussi l'homme tragique. Je vous ai mis, hop, je vous remets ça, tac, hop, les thèmes en 950. Voilà, donc un tout petit peu avant son règne. Donc lui vient donc d'une grande famille de Cappadoce, apparu au premier plan peu de temps avant, puisque c'est je crois que c'est pas son grand-père. Son grand-père qui devait être général. Son oncle est aussi un grand notable qui a tenté d'usurper le trône avant d'être aveuglé. Son frère est le stratège de Cappadoce. Donc grande famille militaire d'Asie mineure, à une époque où l'initiative entre l'Empire et le Califat, ou les Émirats qui vont lui succéder, change de camp. Donc c'est maintenant un empire stable, qui commence à bénéficier de la stabilité rurale et économique du fait de l'absence de raid du Califat et de la politique de protection, on l'a dit, des petits propriétaires. Donc Nicéphore Phocas en est un des témoins. Il est stratège des Anatoliques, puis domestique des Scoles. Il remporte, comme on l'a dit, quelques succès en Orient avec son frère, avant de diriger la grande affaire, sa grande affaire de général, hein, la reprise de la Crète, le nid de pirates, comme on l'a dit, qui avait été l'objet de pas mal de tentatives. Alors je vais pas les chiffres, mais je sais que l'Empire avait monté plusieurs expéditions pour tenter de reprendre l'île, qui avaient été à chaque fois des échecs. Et là, il va réunir 30 000 hommes, il y aura plusieurs mois de campagne, ce sera une campagne assez dure, mais bon, l'île est prise. De même, on l'a dit, il reprend Alep et la pille. Donc tout ça, faut bien mesurer, ce sont d'immenses victoires. Il est l'un des derniers empereurs, et avant ça généraux, à avoir un triomphe à la romaine. On ne sait pas exactement par quel biais. Merci pour les cheap viewers, ouais, je penserais en acheter. Hop, je m'occuperai de ça. Je m'occuperai d'acheter des millions de cheap viewers. Donc voilà, on ne sait pas exactement par quel biais, mais il parvient à prendre le pouvoir à la mort de Romain II. On a une idée du contexte de ses soutiens, notamment la régente Théophano, de la faveur du peuple dont il jouit, puisque c'est un général victorieux. Mais l'enchaînement de tous ces événements et comment il arrive réellement au pouvoir, on n'a pas de certitude. De toute façon, ça change rien dans son classement, on s'en fout. Donc bref, il est couronné. Il promet de ne pas toucher aux enfants de Romain II, donc gagnant-gagnant pour les deux parties.
Et son règne propre, je l'ai peut-être pas dit, mais il règne de 963 à 969. Son règne propre est assez court, mais il poursuit l'épopée militaire. Alors je vous ai mis l'image d'après. Hop, voilà, l'émirat hamdanide. Donc il poursuit cette épopée militaire contre l'émir d'Alep, qui est Saïf al-Dawla, l'épée de l'islam, contre la mort blanche des Sarrasins. On en reparlera dans un dimanche littéraire, je pense, assez inattendu pour certains. D'un auteur qui écrit sur Byzance et dont on ne connaît pas forcément la passion. Donc la Cilicie est recapturée, Chypre entièrement reprise, il grignote tous ses adversaires, la ville d'Antioche, qui est quand même une ville majeure et qui était le siège d'un patriarcat, est reprise aussi. Donc du point de vue oriental, son règne court de 6 ans est un triomphe militaire absolu. En Italie, bien sûr, on avait dit, il y a la perte de la Sicile, et on a un nouvel empereur avec Othon Ier, donc on a des conflits, c'est pour ça que Liutprand Crémone se trouve d'ailleurs à la cour impériale. Et donc tout ça aboutit à la recréation de ce qu'était l'exarcat sous une autre forme, qui sera le Catépanat d'Italie, en Italie du Sud. Dans les Balkans, alors il n'y a pas forcément de rétablissement de la situation, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça tient à sa nature. Nicéphore II est un asiatique, entre guillemets, un homme de l'Asie mineure qui pas forcément, c'est un Anatolien qui n'a pas forcément l'habitude du contact dans les Balkans. Il va faire appel aux Russes pour détruire la Bulgarie, ce qui sera un plan qui marchera beaucoup trop bien et qui va le laisser avec un ennemi encore plus fort que ce qu'il avait aux frontières. Donc il poursuit toute cette politique macédonienne de taxation des aristocrates, mais aussi de l'Église, alors que lui est un homme très 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 excessivement même pieux. Pourtant, ça ne l'empêche pas de s'attaquer à l'Église, parce que d'un point de vue religieux, en fait, plus l'empereur est pieux, plus ça conduit à des frictions, puisqu'il oppose à son idéal la réalité de l'Église opulente. Donc forcément, de même pour sa volonté assez nouvelle de lier guerre et religion, tout ça a été très inconnu de l'Église orientale, même si on est très loin de l'idée de croisade et compagnie, parfois on en a parlé, c'est très exagéré. Le fait de lier religion et guerre était quelque chose assez absent dans l'Empire. Voilà, donc un peu lourd, népotisme aussi très marqué, donc dans un nouvel empire de l'aristocratie et des clans, j'en ai parlé. C'est un empereur vainqueur, mais qui devient très franchement impopulaire, et beaucoup trop guerrier pour l'aristocratie byzantine. Donc il est assassiné par une conjuration de son épouse, de son neveu et futur empereur, et peut-être d'ailleurs amant de la Basilissa Théophano, et par tout un ensemble de gens de premier plan. Il est massacré de façon assez ignoble. Donc Nicéphore Phocas, je vais enlever l'image, je vais y penser, hop, bougez pas, voilà, nickel. Nicéphore Phocas, on va le mettre en Basilus, je pense qu'il le mérite, je vois pas de... on peut lui enlever, enfin on peut lui retirer une partie de sa politique civile et religieuse qui était moyenne, mais ses réussites militaires en tant que général puis en tant qu'empereur sont gigantesques. Après, effectivement, le règne est un peu court. Voilà. Donc lui succède Jean Ier de Tzimiskès, qui ne règne pas très longtemps non plus, il règne de 969 à 976. Non, c'est pas Stendhal. Mais tu verras, Pierre, ça arrivera, t'inquiète pas. Mais non, c'est pas Stendhal, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Non, c'est pas Stendhal, mais tu verras bien, tu découvriras ça en temps et en heure. Donc Jean Ier de Tzimiskès. Alors les musulmans étaient, paraît-il, très contents de la mort de Nicéphore Phocas, un empereur si dangereux pour eux. Et bien celui à venir n'était pas forcément mieux. C'est le neveu de l'empereur, je l'ai dit, par sa sœur. Et donc lui aussi était issu de ces nouvelles familles émergentes qui ont fait leur nom en tant que militaire. Il entre dans l'armée en suivant son oncle, bien entendu. Il est très vite stratège de thème. Je sais plus lequel du tout, mais très clairement frontalier. Puisqu'il fait la guerre continuellement en Orient seul ou sous les ordres de Nicéphore Phocas, dont il est un des principaux soutiens quand ce dernier prend le pouvoir. Et continue en fait à écraser les Arabes au début du règne de Nicéphore, mais il subit une disgrâce. De mémoire, je ne sais pas, et je ne sais plus pourquoi. Peut-être la peur, quand vous êtes un général triomphant devenu empereur, peut-être que vous avez vous aussi peur d'un général triomphant. Et il est sans aucun doute rendu très amer par sa disgrâce, peut-être aussi qu'il est effectivement amant de la Basilissa. Basilissa qui, elle, craint
pour la succession de ses propres enfants, donc assassinat. La transition se fait en douceur, le coup avait été bien préparé, il est très soutenu, et lui va se démarquer de son oncle par sa prodigalité et sa bonhomie. Il abat le pouvoir des Phocas, ce qui va créer des tensions entre les grandes familles d'Asie mineure, ce qui se rajoute à la problématique thématique. On a ces nouveaux enjeux quasi féodaux, c'est pas féodal parce que le mot est pas adapté, mais ces nouveaux enjeux quasi féodaux qui apparaissent. Et ça va être le temps effectivement des grandes révoltes. À cheval entre le règne de Jean Ier, Tzimiskès, et celui de Basile II. Celle des Phocas et des Scléros, alternativement ce qu'on appelle la révolte des deux Bardas. Bardas Scléros et Bardas Phocas, on va y revenir. Mais pour le moment, ce sont les Phocas qui se révoltent et qui sont réprimés. Donc sur le front, dans les Balkans, les Russes sont d'abord sévèrement battus à Arcadiopolis, puis à Doristolon, par l'empereur lui-même. C'est une immense déroute pour la Rousse de Kiev. Le grand prince Vyatoslav d'ailleurs finira assassiné par les Petchénègues sur le chemin du retour. Et la Bulgarie est soumise, même si ce sera très très court. Pareillement, il va pacifier l'Occident parce que il fournit, je crois pas que ce soit sa fille, ça me dit rien, sa cousine ou sa nièce à Othon II. Ce qui sera un règne très très important aussi parce que ça va permettre la pénétration de on va dire la pensée de l'Empire, mais en tout cas de la culture de l'Empire au sein du Saint-Empire romain germanique. Il apaise le front arabe, il va structurer ses conquêtes en créant ce qu'on appelle vous connaissez le terme, mais à la mode byzantine, des duchés, qui sont en fait proches des exarchats et du Katepana, avec des douks qui sont des gens qui ont des prérogatives supérieures à celles des stratèges. Et puis, ce sera la grande affaire de son règne. Dès qu'il peut, il lance une immense campagne en Syrie, en 975, qui n'ira pas bien sûr jusqu'à Jérusalem, qui va même renoncer à occuper le Liban au profit de création de petits émirats tributaires et états tampons avec les Fatimides. Mais on a une réelle pénétration impériale dans ce que sont la Syrie et le Liban actuels. Il est certain, comme son prédécesseur, que sa guerre comporte un aspect religieux qui était inconnu jusqu'alors, mais encore une fois, comme pour Nicéphore, ce sont ces deux empereurs guerriers, il faut pas exagérer la chose, on est très loin encore de l'idée de croisade. Alors lui meurt sans laisser de descendance. On dira qu'il a été empoisonné par un de ses, je sais plus, par un de ses ministres après qu'il soit passé dans ses domaines et qu'il ait vu la richesse foncière de ce dernier, mais plus probablement il est mort de maladie. Alors Jean Ier, il aurait mérité le Basileus aussi, mais faut pas oublier sa prise de pouvoir ignoble. Hein, on ne touche pas sans conséquence au corps sacré de l'empereur. Hein, voilà. Les deux intérimaires que sont Nicéphore Ier et Jean Ier, Nicéphore II et Jean Ier, ayant assez largement une postérité et une historiographie positive, ils se placent d'ailleurs dans une continuité, hein, ils sont de la même famille et ils se placent aussi dans une continuité d'action. On va dire que ce seul fait, cette prise de pouvoir un peu dégueulasse, les départage, voilà. Et d'ailleurs, les deux sont bien trop méconnus. Ils ont régné assez peu de temps finalement, mais en tant que généraux puis empereurs, très sincèrement, l'Empire leur doit beaucoup. Voilà. Bah, allez, je le mets aussi en Basileus, allez hop. Bon, allez, on va pas les départager, on va les mettre ensemble, même si effectivement son coup d'état et la mort assez affreuse de Nicéphore II ne plaident pas en sa faveur. Alors, donc je vais vous mettre, bougez pas, tac, l'Empire. En 975, hop, voilà, et voilà, vous allez... Alors, j'avais pas regardé la carte, je vous avoue que j'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup de travaux à faire pour les streams. Ça va pas aussi loin, sur la côte, très clairement l'Empire ne descend pas aussi bas. Ça n'est pas, en tout cas pas sous son territoire direct, ça c'est une certitude. L'Empire s'arrête aux alentours, un petit peu en dessous d'Antioche. Voilà, mais ça ne descend pas autant au sud. Très clairement, je pense que soit la carte est dressée au moment où il fait sa campagne, soit elle considère des états soumis comme faisant partie de l'Empire, mais très clairement ça ne descend pas autant au sud. Peu importe. C'est pas très grave. Oh putain. Alors Basile II, le Bulgare octone, le tueur de Bulgares. Alors je vais me permettre de boire un petit coup avant d'entamer Basile II parce que là ça va être quand même un beau morceau.
Bon, Basile 2. Faut que j'enlève la diapo. Tac, hop. Ah, transition. Bon bah là, Basile 2, c'est réglé. Hein. Allez, hop. La carte inclut les vassaux de l'Empire, mais normalement non. Sur d'autres périodes, j'ai pas l'impression qu'elle le fasse. Celle-ci, peut-être. Ou alors, je te dis, comme c'est 975 et pas 976 à la fin du règne, c'est peut-être pendant la campagne que la carte est dressée, entre guillemets. Donc c'est possible que ce soit ça. Je pense même que c'est ça, moi. Je pense que la date qui est prise de 975 pour faire un compte un petit peu rond entraîne effectivement une cartographie un peu étendue de l'Empire. Donc voilà, Basile 2, autocrateur direct. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. Comme pour d'autres, on pourra toujours pinailler ou réécrire des choses. On pourra aussi dire, c'est vrai, qu'il est sur le trône à une des meilleures périodes pour y être. C'est vrai, mais ça n'empêche pas le travail bien fait. Moi, la seule chose que je lui reproche, la phrase est pas très bien tournée, mais la seule chose qu'on peut trouver dommageable pour l'Empire, mais c'était pas incorrigible non plus, et ça veut pas dire qu'il fallait nécessairement se faire démonter 50 ans plus tard en Arménie, c'est son absence de postérité masculine. Ça pose un vrai souci, parce que de ce fait découlent absolument toutes les problématiques du demi-siècle suivant. Voilà. Mais il n'empêche que c'est un long règne glorieux. Techniquement, de mémoire, j'en suis quasi sûr, ça doit être soit le plus long, soit le deuxième plus long après celui de son frère qui est co-empereur et qui lui survit. Mais techniquement, en tant qu'empereur régnant, je pense que c'est le plus long. Parce que son frère n'est pas le titulaire réel du premier rang, donc normalement on lui accorde pas. Donc voilà, il a un règne d'un demi-siècle. C'est le règne d'un soldat dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Ceci étant dit, il y a plusieurs phases. Il a 5 ans quand son père meurt, il a 18 ans quand il est au pouvoir, et en fait, il doit passer, même une fois qu'il a pris le pouvoir, sa première décennie de règne, un peu dans l'ombre, avec, et ça c'est vrai qu'on l'oublie parfois, une immense guerre civile sur les bras. D'abord avec les scléros, contre lesquels il fait appel aux Phocas, et qui vont d'ailleurs, donc les Phocas qui vont remporter cette guerre civile pour l'empereur. Et donc c'est à peu près au bout de 10 ans que Basile II commence vraiment à se mêler du pouvoir. Jusque-là, très absent, jouisseur et compagnie. Et donc quand il commence à s'en mêler, cette fois ce sont les deux Bardas, Scléros et Phocas, qui vont s'allier contre le Basilus, qui essaye de se mêler de politique. Il va quand même triompher des usurpateurs. C'est à ce moment-là qu'est fondée dans la légende la garde varangienne, qui va créer, avec l'aide des troupes fournies par le grand prince de Kiev à qui il a fait appel pour remporter cette guerre civile. Mais de mémoire, je crois même pas qu'elles se battent à ce moment-là. À la limite, c'est pas très important. Et donc, à l'issue de cette longue décennie de guerre civile, c'est un homme transformé, beaucoup plus résolu, beaucoup plus ascétique qui est sur le trône, et on est en gros en 990, il a à peu près 30 ans. Voilà, donc en fait, son règne réel et libéré de l'entrave de la guerre civile commence à peu près quand il a 30 ans. Donc lui aussi, dans la lignée des précédents, va favoriser largement les petits propriétaires. Il est choqué de la puissance foncière et financière de tous les nobles d'Anatolie. Il agrandit le trésor, ce qui est toujours... Alors agrandir le trésor, c'est toujours plus simple dans les périodes d'expansion où vous accumulez du butin sur l'ennemi. Voilà, quand vous gagnez des guerres, généralement le trésor s'en porte mieux. C'est lui qui va marier sa sœur au grand prince de Kiev. Grand prince de Kiev qui va lui mettre une certaine pression, notamment en Crimée, pour obtenir la main de la sœur qui avait été promise, mais c'est une tradition nouvelle, voilà, qui suit la conversion à l'orthodoxie des Ruthènes. Mais qui marque aussi le fait, et c'est vrai que c'est un basculement, que tout glorieux que soit l'Empire, il ne peut plus faire semblant de ne pas avoir de voisins. Voilà, il est obligé de commencer à nouer des liens matrimoniaux. Bon, bien entendu, la chose pour laquelle son règne est le plus connu, et ce pourquoi il a cette épithète de tueur de Bulgares, c'est la destruction des Bulgares qui étaient réapparus, alors qu'ils avaient été soumis par Jean Ier, à la suite des guerres civiles, c'est la conséquence directe de ces guerres civiles dans l'Empire. Et c'est d'ailleurs à la suite d'une défaite contre eux qu'il y aura la révolte des deux Bardas qui se déclenche. Je vous ai mis l'Empire en l'an 1000, bougez pas. Hop. Tac. Voilà, bon, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose, mais comme on le voit déjà, ça descend moins au sud. Mais ça, c'est l'Empire en l'an 1000. Voilà. Donc vous avez cette assise territoriale qui n'a pas fini de s'agrandir.
Donc jusqu'en l'an 1000 avec les Bulgares, c'était l'idée aussi de la carte, c'est qu'on a un peu le statu quo. Vous voyez, en Europe, le territoire impérial s'est pas forcément agrandi. Mais petit à petit, l'empereur va grignoter patiemment tout le territoire jusqu'à la plus connue et la fameuse bataille de la passe de Clédion en 1014. On connaît la légende des aveuglés, comment dirais-je, un soldat sur 100 éborgné, les autres aveuglés pour rejoindre la capitale du tsar de Preslav, tsar Samuel, qui est censé mourir d'une crise d'apoplexie devant le retour de son armée d'aveugles. Bon, tout ça, c'est bien entendu légendaire. Il n'empêche que c'est une grande victoire et qu'en 1020 à peu près, on peut considérer que quasi tous les Balkans sont redevenus byzantins et la frontière est à nouveau stabilisée sur le Danube. Alors, deux choses. Un danger déjà en remplace un autre et deuxièmement, vous effacez pas non plus 400 ans de pouvoir slave d'un trait de plume comme ça n'est qu'une vision purement territoriale. Et alors clairement, ça permet un rééquilibrage du pouvoir entre l'Europe et l'Asie mineure, ce qui sera fondamental pour l'Empire, mais c'est aussi une extension qui a un coût et des charges en termes de surveillance et maintenance, et l'Empire peut le supporter tant qu'il est victorieux. Voilà. Donc en Orient, c'est beaucoup plus calme, il va mener quelques campagnes éclair toujours victorieuses, ça maintient le statu quo, mais bon, ses prédécesseurs lui avaient laissé de toute façon une situation éminemment favorable. Et dans le Caucase, il progresse sans doute plus loin que, enfin, on avait vu depuis très longtemps. Je pense que depuis Héraclius, l'Empire n'était pas allé aussi loin. Et c'est plus difficile en Italie. Voilà, c'est le seul front délicat parce que l'Empire a peu de ressources à y consacrer. Et il doit faire face à la fois au Saint-Empire romain germanique qui commence à avoir des appétits italiens, aux Arabes de Sicile, aux Lombards et surtout, sur la fin du règne de l'empereur, à des nouveaux arrivants que sont les Normands, qui commencent à louer leur service d'abord de mercenaires et qui bientôt auront des appétits territoriaux en Italie du Sud. Néanmoins, il n'était pas... comment dirais-je, il avait toujours un œil sur la chose puisqu'il meurt juste avant de lancer sa grande expédition pour reconquérir la Sicile. Et voilà, je pense qu'il a bien mérité ce statut d'autocrator parce que c'est un empereur essentiellement militaire, mais il laisse un empire en paix. Il laisse un empire en paix intérieure et extérieure, puissant, riche, apaisé, reposant sur une paysannerie nombreuse, religieusement liée à tout le monde slave. Il a, pour moi, je dirais, on le compare souvent, l'avantage de ne pas avoir fini son règne en naufrage comme Héraclius. Alors oui, c'est vrai, il arrive dans des conditions beaucoup plus favorables, et comme Justinien, il laisse aussi des conquêtes parfois difficiles à défendre, hein. Il a fait sauter des états tampons face aux autres empires qui pouvaient être utiles, bien plus que d'avoir des frontières directes, mais il laisse un empire homogène, un empire de 20 millions d'habitants, sur 2 rives, lié à Constantinople, la reine des villes. Voilà, donc c'est un règne glorieux, c'est le genre de règne un petit peu comme Justinien, tellement glorieux qu'après on ne peut s'attendre qu'au déclin. Mais c'est un déclin que lui n'entame pas. Voilà, là où Héraclius avait entamé le sien. Voilà pourquoi je l'ai mis en autocrator et Héraclius un rang en dessous. En fait, pour moi, le seul vrai reproche, comme j'ai dit, c'est l'absence d'enfants. Ça, c'est une faute qui conduira au déclin. Ça veut pas dire que le déclin ne serait pas arrivé, mais très clairement, là, il en est la cause directe. Hop, je vous mets ça. C'est l'Empire en 1025, donc à la mort de Basile II. Vous avez donc ces territoires, et effectivement la Serbie et la Croatie qui font partie de l'Empire. Là, pour le coup, ce sont des, entre guillemets, vassaux. Voilà, donc là, c'est effectivement un peu plus clair. Voilà, pour Basile, c'était un riche morceau. Et là, on va entamer, c'est pas encore le déclin, mais on va entamer un petit peu la descente en pente douce, et on a encore pas mal d'empereurs à couvrir. Donc Constantin VIII, qui est le frère du précédent. Donc c'est lui, techniquement, qui est censé avoir le règne le plus long, puisqu'il survit à son frère. C'est le dernier représentant masculin direct de la dynastie. Alors on sait pas trop ce qu'il fait, enfin en tout cas, j'ai pas trop j'ai pas pris de notes ni j'ai de souvenirs sur ce qu'il fait jusqu'en 1025, il est même assez effacé. Donc il n'y a pas grand chose à dire de lui, on se doute bien en 3 ans qu'il va pas se passer grand chose. Clairement, Constantin VIII, je pense qu'on peut le mettre en séquille, parce que peut-être en araignée, allez on va peut-être le mettre, hein, je vais voir ça. La grande affaire de son règne, en fait, c'est la succession.
C'est la question qui se pose parce que c'est un empereur qui n'a pas de fils non plus, qui a 3 filles, sauf que ce sont 3 vieilles filles quadragénaires ou quinquagénaires bien tassées. Et donc le choix va tomber sur un vieux fonctionnaire impérial à qui on va donner le choix soit d'être aveuglé, soit de divorcer de sa femme et d'épouser une Porphyrogénète. Donc du coup voilà, il va divorcer de sa femme et il va épouser Zoé Porphyrogénète qui est la fille de Constantin VIII. Donc j'enlève hop le diapo, j'y pense, tac, et Constantin VIII, allez, on va le mettre là, il va pas servir à grand chose. Il a été là pendant 3 ans. C'est l'essentiel. Romain III. Romain III Argir. Ça commence à prendre forme. On commence à bien remplir le tableau. Donc Romain III Argir. Alors lui, il règne de 1028 à 1034. Donc avec lui, comme j'ai dit, on entre dans la période des princes époux, enfin des basileus époux. Qui est due aux filles de Constantin VIII, qui ne peuvent pas gouverner seules. On a eu Irène l'Athénienne, mais on a eu des régentes, mais tout le monde n'est pas Irène l'Athénienne, donc il faut pas exagérer, hein, il faut un homme sur le trône. Ceci étant, on a une légitimité dynastique tellement installée que personne ne conteste ce mariage-là et l'arrivée de Romain III Argir au pouvoir. Donc on a dit, c'est un fonctionnaire impérial, il est préfet de Constantinople, d'une grande famille. Son grand-père était le beau-fils de Romain Ier. C'est une famille très en vue, qui disparaîtra d'ailleurs comme beaucoup de familles. Ça fait partie de ces petites histoires impériales. Ce sont toutes ces familles qui disparaîtront dans la grande déconfiture seljoukide. Donc c'est pas le premier choix de l'empereur, mais il est poussé parce qu'il est vu comme malléable et son règne est assez moyen. Ils rompt la paix avec l'émirat d'Alep et il se fait démonter dans une bataille contre eux. C'est à ce moment-là qu'apparaît en vainqueur pour sauver les choses Georges Maniakès, qui est un général dont on reparlera, et peut-être même un jour que je ferai un travail sur lui, parce que je trouve sa figure assez intéressante. C'est presque un sujet d'onanisme et découverte. En tout cas, Georges Maniakès prend Édesse et ça contrebalance la défaite impériale. Et sur les autres fronts, tout se maintient. On a l'arrivée des Petchénègues dans les Balkans. Qui seront la nouvelle menace jusqu'à Jean II. Donc voilà, ça se maintient à peu près. L'historiographie est assez partagée sur sa politique. Moi, j'ai lu des analyses différentes chez Norwich ou chez Ney, par exemple. On dira que il est possible qu'en tant que représentant de l'aristocratie civile, il soit opposé à l'aristocratie militaire, qui prenne des mesures fiscales qui tempèrent la politique macédonienne jusqu'à présent. Bon, cette opposition aristocratie civile et aristocratie militaire, c'est ce qui nourrit beaucoup l'historiographie pour expliquer 1071, mais aujourd'hui on y revient. Il est en fait d'un monde qui produit autant d'administrateurs que de soldats. Il meurt dans son bain en 1034, probablement empoisonné, sans qu'il soit vraiment regretté, sans qu'il ait fait grand chose. On va le mettre on va le mettre en fossoyeur. Voilà. Il y a pire que lui, il y a mieux, mais il a pas fait grand chose. On aurait pu le mettre en. Non, on va le laisser en fossoyeur. Il est bien là où il est. Tiens, j'avais même pas vu. Hop. Bougeons ça. Tac. L'assassinat de Romain III dans son bain. Je pensais que j'avais mis que des cartes, je ne me souvenais même plus. Eh ben, ma foi. Donc lui succède Michel IV, le Paphlagonien. Pas facile à dire, le Paphlagonien. Qui règne lui de 1034 à 1041. Alors, on a accusé la Basilissa Zoé d'avoir empoisonné son mari Romain III, mais Romain III était un homme vieux aussi, donc on ne sait pas. Et la Basilissa s'était prise d'un drôle de personnage, qui était le frère de l'un des individus les plus importants de l'Empire, le parakimomène Jean l'Orphanotrophe, eunuque qui tire son surnom du fait qu'il avait dirigé l'orphelinat de Constantinople, et donc qui vient d'une obscure famille de changeurs de monnaie. C'est donc ce Michel IV, qui a un règne très contrasté, qui monte sur le trône, et donc fait assez rare, c'est un vrai homo novus, c'est un vrai homme de rien. La chance que l'on a pour son règne, c'est que l'Empire est toujours à son apogée et qu'à partir du milieu du 9e siècle, on a eu cette renaissance culturelle qui permet aussi d'avoir plein de textes. Donc on connaît les règnes qui vont suivre, ce qui est une qualité par rapport à toute cette période sombre dont on a parlé à la session précédente.
Donc voilà, il rejoint Constantinople, où est déjà son frère aîné Eunuque, qui a cette excellente situation, et qui le met dans le lit de Zoé. En tout cas, leur relation est connue et n'est pas cachée. Il a un destin assez tragique, puisque c'est un empereur très malade, d'épilepsie et d'hydropisie, je crois. Donc l'hydropisie, c'est quand vous avez de l'eau dans les tissus, donc vous finissez en espèce d'outre rempli d'eau, ce qui est plus emmerdant quand ça va dans les poumons et compagnie. Donc il a 30 ans ou 40 ans de moins que sa femme, je sais plus, enfin il est beaucoup moins âgé, c'est une sorte de pré-macronisme qui s'annonce. Il vient d'une famille sans antécédents, et donc du coup qui ne posera pas de problème, puisqu'elle n'a pas de relais de pouvoir. Et Michel IV, nonobstant, se révèle beaucoup moins rigolo que prévu. Parce qu'une fois sacré, il va enfermer sa femme, il va interrompre toutes les relations avec elle. Il est déterminé à être un vrai Basileus. Il se repose beaucoup sur son frère, qui est assez impopulaire parce qu'on est dans un mouvement de dévaluation monétaire qui s'annonce. L'Empire commence à connaître quelques difficultés financières. Et donc n'ayant aucun appui en dehors, il va pratiquer un népotisme effréné, qu'on peut blâmer chez lui ou chez Nicéphore Phocas, mais qui va devenir une vraie constante impériale par la suite, notamment sous les Comnènes. Constante induite par la nécessité de se prémunir des rivalités d'influence. Voilà. De la même façon que la personnification justinienne a affaibli l'Empire en confondant qualité de l'homme et qualité de l'État, c'est un peu la même chose ici. La confusion va aller croissante entre intérêt familial et intérêt de l'Empire. Voilà. C'est un marqueur qui va devenir très important et qui jouera un rôle dans le déclin de l'Empire. Donc son règne il est marqué aussi par les complots, forcément, puisqu'il est d'un homme d'une nouvelle famille, donc toutes les anciennes familles ABC, tous ses rivaux, voire même sa femme, vont comploter contre lui. Son règne marque aussi j'allais dire le début de la fin, mais quasiment la fin des conquêtes, le début de la phase défensive, donc forcément de déclin pour l'Empire, sans qu'on puisse lui imputer directement la chose, hein. Les frontières restent stables, en tout cas sur les frontières orientales. Les Balkans sont un petit peu plus en délicatesse, hein. On avait vu que la Serbie était déjà quasiment indépendante. Là, on a un État indépendant qui va se constituer, même si elle n'est pas encore nominalement. On a une révolte bulgare très importante. Il a la chance de la voir mettre à bas par des tensions internes plus que par son action, même si l'empereur, quasiment à l'agonie et au dernier stade de sa maladie, mène des campagnes sur une litière. Et donc la seule offensive, elle est menée en Italie, par Georges Maniakès, avec une grande armée qui va reprendre Messine et Syracuse. Donc on pense pouvoir reprendre la Sicile, mais tout va partir en eau de boudin, puisque Maniakès va finir par être accusé de complot. Toutes les conquêtes vont être perdues, et c'est finalement toute l'Italie du Sud qui va être déstabilisée. Donc voilà, il était d'une santé dégueulasse, comme je l'ai dit, il meurt à un peu plus de 30 ans. On peut pas lui reprocher d'avoir tout donné, hein, puisque sur la fin, il menait encore les troupes alors qu'il était en agonie complète. Mais en fait il a tout donné, mais il avait pas grand chose à donner non plus, voilà. Donc sa femme Zoé, l'impératrice, va adopter son neveu à l'empereur pour assurer une certaine continuité. Donc voilà, sans parler de l'historiographie très partagée, je vais remettre, je vais virer la diapo, bougez pas, hop, voilà, tac. Donc sans parler de l'historiographie partagée, je veux pas être trop dur parce qu'en fait c'est le bilan un peu mauvais d'un homme qui a vraiment fait de son mieux, mais qui avait pas grand chose à filer du fait de sa santé très chancelante. Donc voilà, on va le mettre en araignée aussi, parce qu'il mérite pas moins non plus. Il mérite en tout cas mieux que son successeur Michel V, le Calfa. Le calfatage, c'est l'opération que vous faites c'est celui qui fait le calfatage des navires, c'est comment dit-on ? Je cherche mes mots. Le rendre, putain, ça ne veut pas dire. Je ne trouve plus mes mots, vous m'excuserez, ça doit être la fatigue. Le pire étant que je n'arrive vraiment pas à trouver le mot. C'est pas étanche que je cherchais, mais étanche, putain, c'est imperméable que je cherchais. Mais étanche, ça marche très bien. Tu vois, j'aurais pu utiliser étanche, je suis un vrai connard. Pourquoi je cherchais imperméable ? En plus, un bateau imperméable, ça a pas de sens. C'est débile. En tout cas, merci Eurictès pour le mot imperméable qui était pas du tout adapté, mais que je cherchais. Et effectivement, c'est étanche que j'aurais dû dire, je suis un vrai bruti. Bref. Donc il règne de 1041 à 1042. Donc lui, il règne que quelques mois. Donc là, c'est un bon zinzin de bonne catégorie, puisque lui doit tout
à l'impératrice qui l'a adopté et à son oncle Jean l'Orphanotrophe. Donc il est fait César, il est adopté, il va affecter au début la soumission. Mais ensuite, il part en mode direct Maboule, suicidaire, disons, du point de vue de la conservation de la couronne, si on parle proprement, puisqu'il va faire aveugler son oncle, qui était certes très impopulaire, il va faire castrer tout le monde autour de lui, dans sa famille, ce qui est une erreur énorme, puisqu'il n'avait rien d'autre que sa famille pour se maintenir au pouvoir. Par contre, le vrai problème, c'est qu'il fait envoyer la Basilissa Zoé dans un monastère, ce qui est une erreur fatale qui crée d'immenses émeutes à Constantinople. C'est une guerre urbaine qui commence et que perd l'empereur. Voilà. Donc la foule va remettre à la fois Zoé et sa sœur Théodora, dont on n'a pas encore parlé, sur le trône. L'empereur est pris, il est aveuglé. Je crois qu'il est aveuglé par Harald Hardrada, qui est le futur roi de Norvège. Et qui à l'époque commande la garde varangienne, voilà, qu'il avait fait emprisonner juste avant. Et ces émeutes-là, la chose importante, c'est que c'est, malgré l'autocratie, malgré le statut de l'Empire, c'est toujours, et ça reviendra encore, dans son histoire, la démonstration du peuple comme force politique, qui avait été un peu oubliée dans la tradition byzantine et qui se rappelle un peu au bon souvenir des puissants. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de révolte, on en aura d'autres, et le peuple, même dans une autocratie, et tout en la respectant, tout en s'inscrivant dans la tradition, marque là son pouvoir. Voilà, donc Michel V, je pense que c'est un petit fossoyeur, il a manqué un petit peu de temps pour être un focasse, une petite année ou deux de règne en plus, et il aurait été particulièrement grotesque. Mais le fait est qu'il n'a pas régné très longtemps, donc il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de mal. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Alors Zoé, on la traitera après, on va la mettre avec sa sœur, je pense que Zoé et Théodora, on va les mettre... toutes les deux ensemble, et on les traitera toutes les deux ensemble parce que il y a un petit intermède effectivement de plusieurs mois entre la destitution de Michel V et l'arrivée au pouvoir du prochain Constantin IX, mais bon, c'est pas non plus on peut pas considérer ça comme une vraie période de règne non plus. C'est plus une vacance où Zoé assure la transition. Donc voilà, Constantin IX monomach. Il arrive au pouvoir dans cet empire un petit peu en fin de triomphe. D'ailleurs, sa prise de la ville d'Ani, je l'ai mis là. Attendez, bougez pas. Hop, en diapo. Tac, on vire ça. C'est toujours des manœuvres. Hop, en 1045. Qu'est-ce que j'ai mis ? Voilà, tac. Parfait, l'Empire en 1045. Nickel. Donc, sa prise d'Ani, c'est un petit peu c'est la dernière conquête, en tout cas pour 40 ans, jusqu'à Alexis Ier. Et dans un moment où la dynastie macédonienne commence à sentir de moins en moins bon, voilà, à part peut-être culturellement, mais en tout cas sur le plan de la stabilité impériale, la dynastie commence à être de moins en moins solide. Et donc il est issu lui aussi bien entendu d'une grande famille d'administrateurs d'ailleurs malgré son nom, puisque le monomach c'est le combattant singulier. Vous voyez le mach c'est le makos de tauromachie, de titanomachie, de ce que vous voulez, et mono, bon je pense que vous comprenez. Donc voilà, il porte un surnom qui ne correspond pas du tout à son origine et à ses goûts. J'en ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi il porte ce nom d'ailleurs. Peu importe. Donc, Zoé avait décidé de se trouver un troisième époux, comme j'ai dit, dans cette période de transition pour mettre fin aux antagonismes entre elle et sa sœur. Donc voilà, elle choisit un homme, Constantin, qui n'a aucune expérience de la guerre malgré son nom, mais qui a de très utiles connexions dans toute la noblesse. C'est un homme de réseau. C'est un mariage de convenance aussi, bien entendu, avec une dame de 60 ans, alors qu'il en a 20 de moins, une fois de plus. Zoé d'ailleurs qui mourra avant la fin du règne, qui meurt en 1050. Et donc lui va se servir du trésor accumulé par ses prédécesseurs pour être un empereur prodigue. Il va dépenser sans compter. Et malgré tout ça, devra faire face à des révoltes d'une ampleur inconnue depuis Basile II, signe de cette instabilité croissante. Instabilité d'abord interne, notamment du fait du ménage à trois qui mène avec l'impératrice et sa maîtresse, ce qui déstabilise la population qui est très attachée à la dynastie macédonienne.
Et puis instabilité pas que populaire, instabilité aussi chez les élites, puisqu'on a Georges Maniakès dont j'avais parlé qui va se révolter en Italie pour des basses raisons de conflits entre hauts dignitaires. Et il est en train de mettre une branlée aux armées impériales avec ses vétérans d'Italie quand il est tué dans une bataille. Et très peu de temps après, en 1047, on va avoir une autre tentative d'usurpation par Léon Torniakos qui va se faire même couronner empereur, qui va assiéger Constantinople et qui se finira lui aussi vaincu. Ça va être néanmoins une nouvelle constante avec les problématiques des thèmes qui étaient récurrents précédemment. On va avoir cette problématique des rapports entre armée d'Occident et armée d'Orient. Ça va devenir une donnée assez récurrente pour un certain temps. C'est sous son règne que commencent les incursions turques et la réponse qui leur est offerte, peu importe les raisons, est une réponse contre-productive. Il va transformer l'obligation militaire, alors de ce qu'on appelle les stratioi, qui sont les soldats des thèmes, il va la transformer en obligation fiscale pour faire entrer du pognon. C'est aussi sous son règne, puisque je ne sais même plus si je l'ai dit, mais il règne de 1042 à 1055. C'est sous son règne forcément qu'on a le schisme de 1054. Alors, ça nous emmènerait trop loin, mais le schisme de 1054, ça n'est qu'une date parmi d'autres dans la longue histoire des antagonismes religieux entre l'Ouest et l'Est. C'est simplement la rencontre de deux intransigeances qui conduit à l'excommunication du patriarche de Constantinople, qui est, si je ne dis pas de bêtises à cette époque-là, Michel Cérulaire. Je ne sais plus le nom des deux envoyés, des deux légats du pape. Ça m'ennuie, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Mais c'est rien de plus que ça, c'est l'excommunication du patriarche. Cette date-là, 1054, c'est l'excommunication du patriarche. Ce n'est pas un schisme, ça n'est qu'une pierre de plus sur le petit chemin de cette espèce d'éloignement théologique entre l'Ouest et l'Est et politique. Voilà, la rupture, elle est inéluctable depuis longtemps. Et ça se fait siècle par siècle. Hein. Vous avez eu la querelle du filioque à peine 200 ans avant, qui était peut-être même plus importante. Donc de la même façon, on a parlé de la problématique militaire, on va avoir des problématiques économiques, on a une économie qui commence son déclin, la dévaluation qui continue, notamment, alors la dévaluation c'est quoi à cette époque-là, c'est surtout la teneur en or des monnaies. La teneur en or de la monnaie, c'est la base de sa valeur fiduciaire, et la dévaluer, lui faire perdre de la valeur, c'est faire perdre la valeur de la monnaie en tant que telle. Ça va se poursuivre jusqu'au règne d'Alexis Ier, qui va mettre en place une nouvelle monnaie d'or qui est qui est l'hyperpaire. Voilà. Donc sur le plan militaire, au-delà donc de cette espèce de constriction et de cet abandon un petit peu de l'Orient, il va y avoir des ennuis avec les Russes de Kiev. Avec les Seljoukides, il est en paix, mais comme d'habitude, une fois qu'ils ont commencé leur ravage, on a des centaines de bandes turcomanes qui ravagent l'Empire, mais c'est jamais la faute des Seljoukides, puisque ce qui est factuel, hein, ils sont pas réellement leur pouvoir, ce sont des éléments déstabilisants qui se promènent d'un royaume à un autre. En Occident, c'est toujours les Péchénègues qui sont menaçants, même s'ils ont été installés dans l'Empire directement par l'empereur. Et donc là, l'Italie, elle est complètement déstabilisée par la révolte de Maniakès qui a pris avec lui ses vétérans. Et donc là, on a les Normands qui étendent leur pouvoir jusqu'à notamment la grande bataille de Civitate, où ils vont triompher de la coalition du pape, du Saint-Empire et du Catépan de Byzance, tous ensemble contre eux. Donc voilà, et à sa mort, la légitimité reprend ses droits, puisque c'est Théodora, la dernière des Macédoniennes, qui lui succède. Alors j'allais dire qu'il est difficile à juger, pas forcément, je vais virer le diapo, tac, hop, on est pas mal, on continue notre avancée. Il est la transition, voilà, c'est un peu le règne de transition entre la gloire passée et l'échec à venir. Il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, c'est pas le pire des règnes, mais très clairement, si le déclin commence à s'installer sous son règne, c'est pas pour rien. Donc hop, Constantin IX monomaque, il va finir en fossoyeur. Voilà, ça lui va bien. Et donc là, il faut qu'on traite les deux sœurs, effectivement, Zoé et Théodora. Alors techniquement, comme j'ai dit, Zoé, elle régnait effectivement quelques mois entre la déposition de Michel V et son mariage avec Constantin IX. C'était une vieille fille mariée et remariée.
Elle a jamais eu d'enfant. L'essentiel de sa vie, on la connaît pas vraiment avant qu'elle monte sur le trône. Elle est, alors vous trouverez toujours une historienne de 3ème zone pour en faire une grande figure, mais très clairement ça l'est pas, elle a jamais rien branlé. Elle a dépensé très largement le pognon de l'État. Par contre, de une, elle a jamais eu le pouvoir réellement, et elle a quand même fait le choix d'épouser des empereurs pour assurer les affaires courantes, donc elle a aussi, et même à l'occasion, elle a eu la présence d'esprit de, comment dirais-je, de se montrer à la foule pour éviter les débordements. Voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir d'elle, c'est assez neutre. Je la mets en araignée parce que je pourrais même la mettre en séquille, mais on la connaît parce qu'on connaît toutes ces affaires de ses différents mariages et sa relation avec sa sœur Théodora. Par contre, la sœur Théodora en question, c'est pas la même limonade. Elle était moniale. Il y avait une grande différence physique. En fait, je confonds toujours les deux. Il y avait une grande différence physique. Zoé, je crois, était une grande blonde ou une grande brune plutôt jolie, et l'autre était une petite blonde plutôt jolie. Je confonds toujours. Et l'autre était un grand laidron, quoi. Et c'est ce dont témoignent tous les textes. Donc, en 1042, on a dit, elle est sortie de son monastère par l'émeute populaire, elle est couronnée avec sa sœur. Les deux s'apprécient pas. On a donc ce premier règne un peu là de quelques mois, cet intermède. Et comme Théodora refuse de se marier, c'est Zoé qui se marie encore une fois avec Constantin IX. Et donc, en 1055, Théodora, elle monte sur le trône, donc seule, à quasiment 70 balais, donc bien défraîchie. Et donc elle monte sur le trône, et un peu comme Irène l'Athénienne, et en 1 an et quelques, parce qu'elle règne vraiment pas longtemps, elle se met tout le monde à dos. Le civil, le patriarche, le militaire. Elle va faire des grandes purges militaires qui vont profondément déstabiliser l'aristocratie militaire et la défense des frontières, pour mettre des hommes à sa main, bien entendu, alors que l'Empire doit pour la première fois depuis assez longtemps refaire face à des adversaires très menaçants. Et elle finit déjà très âgée, donc très malade, et on lui fait choisir un successeur assez médiocre. Et donc la dynastie macédonienne est définitivement finito, après presque 200 ans de pouvoir. Théodora, pour le coup, elle mérite son petit fossoyeur, comme Irène l'Athénienne. D'ailleurs, on n'aura eu que 2 femmes sur le trône, et les 2 c'était de la merde. Voilà, c'était pas terrible. Donc lui succède Michel VI. Bon là on va faire, attendez-vous à ce que ça aille assez rapidement, parce qu'on a des règnes courts. Michel VI, il règne de 1056 à 1057. Donc vous voyez très vite arriver les cycles merdeux avec l'Empire, c'est ça qui est bien. Vous avez tous ces enchaînements de petits règnes qui permettent de voir que l'Empire commence à être en roue libre. Donc il a été adopté par Théodora, c'est bien entendu un haut fonctionnaire comme tous, il vient d'une grande famille, c'est un vieux qui a pas de gosse, donc il n'est pas en mesure de créer une nouvelle dynastie, c'est donc un empereur trouvé en quelque sorte, un empereur sans éclat. Et donc qui dit empereur sans éclat dit empereur qui a besoin d'être prodigue pour ne pas être renversé, donc ça dépense à tout va, ça continue la politique de nomination et de promotion de fonctionnaires qui a été commencée déjà sous Constantin IX. Donc promotion des fonctionnaires, c'est vrai que faut peut-être préciser, je vais faire ma petite parenthèse, chez les Byzantins, vous avez le titre et la fonction. Non, c'est même pas le titre, vous avez la dignité et la fonction. Même si parfois les deux peuvent être d'anciennes, enfin une dignité peut être une ancienne fonction, peu importe. La dignité, normalement, elle n'est pas révocable, mais elle n'est pas transmissible non plus. Donc par exemple, César, c'est une dignité. Curopalate, c'est une dignité. Et ensuite, vous avez la fonction. La fonction, elle est révocable. Par exemple, le stratège ou j'allais dire dronguère ou logotète, peu importe, c'est une fonction. Voilà, les deux peuvent se croiser. Vous pouvez être curopalate et logotète, ou pas d'ailleurs. Et il y a des créations et des disparitions des fonctions au fil du temps. Ça mériterait un jour une vidéo, c'est assez complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, une fonction, tu es nommé, et une dignité, ça s'achète. Alors tu peux être nommé à une dignité, tu peux être nommé César, mais une dignité, très souvent, ça s'achète. Donc, après l'achat, ça te donne droit à une pension. Ce qu'on appelle une pension viagère, qu'on appelle la roga. Et en gros, l'idée, c'est donc que pour acquérir cette dignité, tu verses un capital, et l'État va t'assurer une rente derrière.
Voilà, donc ça c'est le principe. Donc quand tout va bien, tout le monde est très content, l'État a perçu un capital, il redistribue à ses dignitaires. Mais si ta monnaie se casse la gueule, ce qui est le cas sous ces empereurs-là, bah forcément la rente aussi, donc tous les dignitaires commencent à grogner sévèrement. Voilà. Donc sous son règne, qui est très court, on retombe dans les éternelles discussions entre élites civiles, enfin je sais pas si j'ai été clair, mais peu importe. Je me rends compte que c'est un sujet assez compliqué, et puis surtout il y a une histoire de 1000 ans, donc forcément vous avez des périodes dans lesquelles c'est très différent. Donc on retombe dans la division entre élite civile et élite militaire. Élite militaire pas contente, mais cette fois l'élite militaire est tellement pas contente que c'est la révolte. Et cette révolte, elle va être menée par Isaac Comnène, alors qu'il est le premier empereur Comnène, hein, mais il y a une génération d'écart. Donc voilà, révolte des combattants qui remportent la guerre contre les troupes loyalistes. L'empereur va abdiquer, pour le coup Michel VI abdique sagement, mais on va quand même le mettre en fossoyeur parce que c'est un règne de merde. Et je vous ai mis, hop, en diapo, bougez pas, l'Empire en 1059. Vous allez voir que, me dire mais tout va bien encore. Alors pareil, la carte, effectivement, il doit mettre les États soumis entre guillemets parce que la Serbie, la Croatie et compagnie sont quand même des États quasiment indépendants, peut-être pas nominalement, mais factuellement, de facto comme on dit, si ce n'est de jure quoi. Donc bon, peu importe, mais on a quand même un empire toujours aussi glorieux territorialement. Voilà, venons-en à Isaac Ier Comnène, et je me prends, si ça vous dérange pas, mon dernier coup d'eau. Hop, désolé pour cette petite pause. Donc Isaac Ier Comnène, qui règne de 1057 à 1059, donc encore un règne court supplémentaire. Donc Isaac Ier, c'est le fils d'un général, général d'ailleurs qui est de mémoire, alors soit fils ou petit-fils, je sais plus, mais qui est le premier des Comnènes sur lesquels on a des sources. Il est très vite orphelin, c'est un homme de la haute aristocratie, c'est un militaire, voilà, qui a été d'ailleurs révoqué par Théodora à l'époque où elle faisait ses purges. Sur près de l'aristocratie militaire. Donc il prend la tête de cette révolte, on l'a dit, il est couronné empereur, et cette révolte, c'est pas que la révolte de... J'ai parlé de l'aristocratie militaire, c'est aussi la révolte de l'Occident, de l'Orient contre l'Occident, et pour être plus précis, même de l'Orient des marges combattantes, parce que l'Empire aime bien alterner les emmerdes, hein, emmerde des thèmes, emmerde des familles notables, emmerde d'Orient-Occident, emmerde de l'aristocratie civile et militaire, enfin voilà, c'est... sont jamais des problématiques uniques où on a un seul angle pour les envisager, c'est toujours un mélange, mais il aime bien alterner les problèmes, c'est la joie de l'histoire. Passons. Donc un empereur militaire qui prend le pouvoir dans un empire, comme on le voit sur la carte, toujours territorialement à son pinacle, mais dont le trésor a été dilapidé sans vergogne par les distributions diverses de ses prédécesseurs. Donc lui va essayer de tailler un peu dans le gras, sauf qu'on comprend à la brièveté de son règne qu'il a pas fait grand chose et que tout se passa pas comme il aurait voulu. Enfin, il se passe pas vraiment grand chose tout court, puisqu'il est très vite malade, et il va désigner Constantin Doukas comme son successeur, mais au moins on va dire qu'il a servi à introduire le nom Comnène dans l'histoire impériale. Donc on va le mettre, hop, je fais la transition comme d'habitude, on va le mettre en araignée, puisqu'il règne pas très longtemps, il fait rien de très mal, rien de très bien. Ça me paraît être une place assez neutre. Constantin X, il nous en reste 4. Ok. Ah, on a commencé un petit peu en retard, c'est ma faute. Mais on va finir à peu près dans les temps. Donc Constantin X Doukas. Constantin X, il appartient à l'immensément riche famille Doukas, une de ces grandes familles de l'aristocratie de l'Asie mineure, une de plus. Toutes ces grandes familles, ce sont effectivement les descendants des militaires des thèmes, hein, qui finissent par acquérir de plus en plus de territoires, ceux contre quoi les empereurs lutteront, parce que ce sont moins de soldats pour eux et plus pour les aristocrates, mais voilà, bref, c'est les conséquences de l'ordre thématique. Alors certes, ça forme une espèce de néo-noblesse, mais c'est toujours pas la féodalité. On en avait parlé la dernière fois. Vous avez un système bureaucratique, vous avez une non-hérédité des titres,
ces types-là sont plutôt des grands propriétaires privés, plus proches du latifondiaire romain productif que du comte ou du duc, quoi. Voilà, c'est un peu plus l'aristocrate, c'est quasiment plus l'aristocrate du 18e que le noble chevalier titré, quoi. On sera peut-être plus proche du système féodal à partir des Comnènes, et encore que ça se discute entre spécialistes, on en reparlera dans la dernière session. Donc voilà, on connaît pas tellement sa carrière avant la rébellion d'Isaac Ier, mais très clairement, vu sa naissance, c'est un homme assez haut placé et assez proche d'Isaac pour être nommé César et donc héritier présomptif de l'Empire dont il hérite. Il va pas se placer en continuateur de son prédécesseur, par souci de popularité, comme beaucoup. Il va abolir toutes les mesures d'austérité. Il va avoir une espèce de politique, on va dire, de juste milieu ou de centrisme qui va avoir tous les inconvénients et très peu d'avantages. Finalement, il va associer toute sa famille au pouvoir. Hein. De toute façon, la politique est devenue familiale. Et puisqu'il fallait trouver du pognon, parce qu'on arrosait l'église, on arrosait la noblesse, on arrosait aussi l'économie civile, pour être toujours bien vu, bah c'est l'armée qui va prendre. Comme ses prédécesseurs aussi, à un moment où l'Empire commence vraiment pour le coup à être attaqué de toutes parts, il va dissoudre pas mal de milices locales, dont les Seldjoukides vont profiter. On a des fortifications qui ne sont plus remplacées, on a le nombre de mercenaires forcément qui explose pour soulager l'économie civile du paysan soldat, mais ces mercenaires-là, faut les payer. Alors certes, on sait pas forcément à son, comment dirais-je, à son détriment ou plutôt à son débit qu'il faut mettre ça. Le paysan soldat commençait à décliner malgré la protection de la dynastie macédonienne parce que, notamment jusqu'à Basile II, on a des guerres offensives qui est menée. Et ces soldats-là des thèmes, on en a besoin plutôt pour les guerres défensives. Voilà, une guerre offensive, elle a besoin plutôt de soldats professionnels, plutôt que de gens mobilisables et qui, comment dirais-je, au détriment de l'économie. Voilà. Mobiliser un paysan soldat, c'est avoir un certain soldat, mais aussi un citoyen productif. Voilà, donc c'est tout l'Orient qui est laissé à l'abandon, son règne est à chier. Avant de mourir, il va faire promettre à son épouse de ne pas se remarier pour éviter que ses fils perdent le bénéfice de la succession, mais bien entendu, elle va se remarier dans la foulée. Moi j'en ai jamais lu de bien nulle part de Constantin X. Typiquement, c'est pas le pire empereur, mais c'est cette espèce de politique qu'il ne fallait pas à un instant T. Voilà. La chose heureuse ce qu'il y a pour l'Empire, c'est que quand vous quittez votre apogée, à peine, vous êtes encore en mesure d'encaisser le déclin. Voilà. Donc Constantin X, vraiment, je n'en ai jamais lu de bien. Je pense qu'on va le mettre en focus, Constantin X. Rien de personnel, c'est juste un très mauvais règne, et même s'il est pour rien dans ce qui va se passer 4 ans après sa mort, en 1067, il a quand même il y a encore une armée, mais voilà, il a quand même une responsabilité dans ce qui va se passer. C'est un prophète, voilà, c'est un prophète des mauvais jours à venir. Romain IV. Alors Romain IV, Diogène, qui règne de 1068 à 1071, bon bah lui... pareil, un personnage tragique. Tiens d'ailleurs, point bibliographie, j'ai encore oublié. Pour ceux qui voudraient des éléments sur la campagne de Manzikert, vous avez une excellente contribution dans le livre Guerre et société au Moyen-Âge, qui s'attache même d'ailleurs beaucoup à l'aspect logistique de la bataille. Des choses qu'on lit rarement. La logistique est pas passionnante, mais le nombre de bêtes qu'il fallait, où est-ce qu'il les a trouvées et compagnie, c'est pas inintéressant sur tout cet aspect logistique des grandes campagnes de cette époque-là en Asie mineure. C'est, voilà, si vous voulez lire autre chose qu'un pur récit de bataille sur la campagne de Manzikert, c'est pas inintéressant. Voilà. Alors lui aussi, bien entendu, on va pas refaire le contexte troublé, issu d'une grande famille, c'est quasiment le cas pour tous. Hein, c'est le cas de tous les empereurs quasiment. Donc on ne sait pas grand-chose de lui avant qu'il n'apparaisse comme Dux de Sardica. Enfin, Sardica, c'est Sofia. Ce qui illustre aussi, lui vient d'Asie mineure, ce qui illustre aussi la tendance impériale à mettre au commandement les puissants loin de leur base territoriale. Il est en fait arrêté après un complot pour s'emparer de l'Empire et il est banni. Sauf que pendant qu'il est banni, il apprend que la Basilissa veut faire de lui l'empereur protecteur du droit de ses fils.
puisque la situation devient assez grave. On a les Seldjoukides qui commencent à mener des raids en profondeur et qui se sont notamment emparés de Césarée de Cappadoce, parce qu'ils commencent à déstabiliser l'Anatolie. Je vous ai mis, je crois, ouais, j'ai mis Césarée de Cappadoce, hop, je sais pas... hop, ah, je sais pas si on verra. Et puis en plus, bravo l'artiste, c'est les noms. Putain, c'est en romain, merde. Césarée de Cappadoce, c'est. Alors, attendez, je vois pas, faut que j'agrandisse un peu sur mon écran. C'est Mazaka. Alors je sais pas si on voit sur la carte, effectivement, mais ça commence à être assez profondément. C'est Mazaka. Vous l'avez, je peux pas vous le montrer, mais vous l'avez vers le nom de Cappadoce. Donc c'est assez dans l'interland de l'Empire, et ça montre à quel point on commence à avoir une déstabilisation à l'intérieur même des frontières. Donc pour le bien de l'État, Romain IV est appelé comment dirais-je, à occuper le poste d'empereur. Il est fait empereur le 1er janvier 1068, empereur militaire, qui doit donc briller militairement pour renforcer sa légitimité, c'est obligatoire. Et donc devant les Seldjoukides qui ont repris donc cette politique d'incursion continuelle que menait le califat, qui avait été abandonné depuis assez longtemps, depuis plus de 200 ans. Donc Romain se retrouve avec une armée de mercenaires et de professionnels, dictée par l'offensive à l'œuvre et des thèmes assez dépourvus. Et donc lui veut s'inscrire dans la lignée de ses illustres prédécesseurs. Il va mener une politique très offensive, en Orient en tout cas, puisque l'Occident, avec l'Occident vraiment pur, en dehors des Balkans, avec la perte de Bari en 1071 aussi, vous avez la fin de 5 siècles de présence impériale en Italie. Donc l'empereur va mener de nombreuses campagnes en Orient, que j'ai mises hop, ici, voilà. Donc ce sont toujours des campagnes, alors c'est pendant 2 ans, il va livrer des campagnes qui sont assez improductives parce que vous avez les Seldjoukides qui sont complètement insaisissables, qui pillent, qui se retirent dans toute l'Anatolie, et qui commencent à transformer les provinces frontalières en un espèce de nouveau... un espèce de grand no man's land autour de pôles urbains et de campagnes qui sont petit à petit désertées. Et en plus, cette politique-là, elle a un coût, on s'en doute, puisqu'on mobilise pas gratuitement des armées. Les armées doivent être maintenues pour les campagnes continuelles. Donc ça fait de lui un empereur très impopulaire parce qu'il est tout le temps en campagne, il s'attaque aux prébendes des nobles, il est absent de la capitale puisqu'il est en campagne. Forcément, pour payer ces mouvements d'armée et ces mobilisations, on a une pression fiscale assez forte, dans un contexte, on l'avait déjà dit, de dévaluation. Donc c'est... voilà, il a rien pour plaire, mais en même temps il tente de faire de son mieux. Et bon, il perd à Manzikert. Je vais pas aborder la bataille ici. On sait jamais si on en reparle un jour. Et puis de deux, je pense qu'on en parle assez ailleurs. Hein. Ça fait partie de ces grandes campagnes et de ces grandes batailles très connues. Donc trahison, campagne malmenée, hubris du Basileus, peu importe. C'est une gigantesque défaite à un moment où il fallait pas perdre. Après, je veux pas dire ça, c'est pareil, c'est pas son crédit, disons que c'est pour pondérer un peu la chose, mais contrairement à ce qu'on croit, en tout cas quand on aborde vite fait la bataille en tant que telle, la paix qui est conclue à l'issue de cette bataille, elle est plutôt correcte. Elle va dans l'intérêt des deux parties, et ce sont pas vraiment les Seldjoukides qui vont enterrer l'Empire, c'est l'Empire lui-même qui va s'auto-liser comme d'habitude, parce que à partir du moment où il a perdu, ses opposants vont lui contester toute légitimité, notamment les Doukas qui vont profiter du flottement, et donc on va avoir la guerre civile directe, avec les mêmes divisions que d'habitude entre Orient et Occident, puisque Romain IV mène les armées de l'Orient combattant, sauf qu'il est à nouveau vaincu. Et donc il se rend, il est aveuglé, puis il meurt dans des circonstances assez tristes, du manque de soins et compagnie, enfin on le laisse crever. Donc très clairement c'est une figure tragique. C'était sans doute un général plein de volonté qui avait, on va dire, saisi à bras-le-corps les problèmes, quitte à se rendre impopulaire. Néanmoins ce sera quand même, hop, je vais enlever ça, ce sera quand même Phocas pour lui, il n'y a pas de raison qu'il y échappe.
parce que ce qu'il perd à Manzikert et dont ses conséquences ne sera jamais regagné, jamais, et il est en partie responsable du désastre. Il a possiblement été trahi par les Doukas, même dans la bataille, mais il a fait des choix dans cette campagne discutables, et très clairement, si on a mis, je sais pas, Valens dans les Phocas, eh bien, notre ami Romain IV Diogène va les rejoindre aussi. Plus que 2. Michel VII. Forcément un Doukas. Les Michel d'ailleurs sont pas fous dans l'Empire. Il y en a 8. Il n'y a pas de Michel 9, ça me dit rien. Il y en a 8, c'est bien ça. Sur 8, la plupart sont pas fous. Bon, lui, je crois que Michel VII, on peut dire qu'il prend le trône dans un contexte troublé. Pour le coup, je crois que pour lui, c'est vrai. Comme on l'a dit précédemment, c'est l'Empire. Ce sont ces hommes. C'est la guerre civile, en quelque sorte, dont vont profiter les Seldjoukides. Et donc, si Romain IV perd à Manzikert, on le sait, c'est parce qu'il n'a pas toute son armée avec lui. Ce qui est un mal pour un bien, si on n'utilise pas ce qui reste d'armée pour se taper sur la gueule. Or, c'est ce que vont faire les différents compétiteurs à l'Empire. Donc, à la suite des troubles et de la pénétration turque en Anatolie, on a une situation qui se dégrade en tout point. Et quand on essaye de dégager les Turcs, c'est les mercenaires francs qui vont trahir et se créer leur petite principauté. On verra si je pense à parler de Roussel de Bailleul par la suite, mais peu importe. Un homme du nord de la France, j'imagine, avec un nom pareil. Peu importe. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît Alexis Comnène, hein, qui a pas encore 18 ans, qui se bat déjà dans tous les coins de l'Empire. Empire qui devient un bordel inextricable. En plus, on a les Bulgares, les Croates et compagnie qui sont en révolte. De même, les Petchénèques qui reviennent parce qu'on peut plus leur verser le tribut pour maintenir la paix. On peut plus d'ailleurs payer les mercenaires non plus. Donc, on continue les dévaluations. À la fin, dans la monnaie d'or, il y a même plus d'or. Tout va à volo. Économiquement, c'est catastrophique. Il faut, en plus de ça, c'est souvent quelque chose auquel on pense pas, mais il faut que l'Empire gère l'afflux gigantesque de population chassée d'Anatolie, ce qui va déséquilibrer pendant un certain temps tous les territoires restants. Et donc tout le monde est mécontent. On a donc la révolte des deux Nicéphores après celle des deux Bardas. C'est finalement Nicéphore Botanéiates qui est le stratège des Anatoliques qui va prendre le pouvoir. Alors, Michel VII, c'est pas forcément le plus facile à classer parce qu'il prend le pouvoir dans un contexte abominable. Je sais pas s'il y en a un pire. En plus, il n'est pas forcément responsable. Enfin, à ma connaissance, c'est plutôt son oncle, le César Jean Doukas, qui aurait trahi Romain IV. Mais voilà, on a l'impression qu'il a essayé, mais je le mets fossoyeur quand même parce que, objectivement, l'Empire continue à se casser la gueule. Mais il a dû gérer quand même le pire. Le pire étant, hop, je mets ça, tac, voilà, l'Empire en 1076. Bon, on voit quand même que effectivement il y a eu toute cette pénétration turque en Asie mineure. Ce sont des territoires qui ne seront plus jamais recouvrés par l'Empire. Voilà, ce qui nous permet d'arriver au dernier, Nicéphore III Botanéiates, qui règne de 1078 à 1081. Bon bah lui, il souffre comme Michel VII de ce qui vient après Manzikert. Il y a eu effectivement une petite correction de la ligne de front, voilà, toute petite, un petit recul de quelques centaines de kilomètres, même quelques milliers. J'ai pas l'échelle de l'Empire à la base, mais quand vous voyez Manzikert, ici quelques milliers. Ouais, effectivement, à mon avis, on doit pas être loin des 2000 bornes à mon avis entre Amorion et Manzikert. Il y a bien un gars qui va nous faire ça sur Google Maps. Bon, forcément, Nicéphore III, il représente l'aristocratie très mécontente, en tout cas l'aristocratie d'Asie mineure très mécontente de la perte de ses propriétés. Faut mesurer le bouleversement que c'est, hein. C'est un bouleversement des hommes, c'est un bouleversement économique, enfin c'est gigantesque ce qui va se passer, c'est pas fini. Donc c'est un vieux qui est issu d'une famille de généraux, qui a guerroyé toutes les zones chaudes de l'Empire, qui a participé à tous les soubresauts impériaux depuis la mort de Basile II. Donc il se révolte, hein, le parti asiatique, je l'ai dit. C'est la mécanique un peu de la... Je vais pas dire classique, mais c'est la mécanique un peu de la dernière chance. Vous avez ces types qui voient leur territoire ravagé et qui décident de se révolter alors qu'ils ne l'auraient sans doute jamais fait si ça n'avait pas été le cas. Il prend le pouvoir appuyé aussi dans la ville
J'en ai parlé juste avant, et je crois que je l'avais évoqué d'ailleurs dans la foire au livre que j'avais faite sur Alexis Comnène, parce que j'avais dû parler vite fait de ce qui se passait quand même depuis Manzikert, mais il prend la ville appuyée sur les réfugiés asiatiques, qui sont hyper nombreux dans Constantinople et qui appuient largement son arrivée au pouvoir. Ceci étant dit, son règne, c'est une transition au mieux médiocre, puisque tout continue à se casser la gueule, hein. Tout le monde continue, même dans l'Empire à cette époque-là, à tirer la couverture à lui. La compétition entre les grandes familles continue. Il se retrouve avec énormément de révoltes, ça n'arrête pas. Il envoie Alexis Comnène pour en réprimer certaines. Et alors que côté asiatique, ces rébellions finissent de tout déstabiliser, notamment en ravageant le territoire et aussi et surtout en faisant appel aux Turcs, donc soit en alliés, soit en mercenaires, qui vont en fait s'emparer des villes capturées et qui les rendront jamais. Et donc se poursuit le déclin extrêmement rapide, le trésor est à sec, il fait pas mieux contre les Turcs. En fait, en 10 ans, l'Empire, on dirait disparu d'Asie mineure. Mais disparu presque au sens de l'humain. Voilà, on dirait presque un évanouissement complet d'un État, de ses structures et de ses hommes. Voilà. Bon, il perd le pouvoir au profit d'Alexis Comnène. Je reviens pas dessus. En plus, j'ai fait une foire au livre sur Alexis Comnène, donc c'est pas la peine. On va le mettre. Hop, petite transition. Nicéphore, boum, un fossoyeur, je le mets pas plus bas parce qu'effectivement il arrive dans des conditions quand même excessivement difficiles. Encore une fois, peut-être Héraclius, et encore quand Héraclius arrive au pouvoir, il faut encore qu'il ait une décennie de défaites à son arrivée au pouvoir pour avoir 1000 bornes, tout pile poil. Et bah parfait. Et bah voilà, 1000 bornes. Un petit recul de 1000 km, hein, ça se fait. Hein. Et c'est pas fini en plus, hein, parce qu'ils vont reculer jusqu'à la côte. Voilà. Mais c'était effectivement, pour prendre sa suite, on y viendra forcément dans la dernière session dans 3 semaines, c'est soit la mort de l'Empire, soit l'homme providentiel. Parce que réellement, là, c'est sa survie qui se joue. Voilà. Et Dieu merci pour l'Empire, ce sera l'homme providentiel. On en reparlera dans 3 semaines. Et voilà qui clôture pour ce soir. Ça a été un bon morceau, il nous en reste encore pas trop mal, je pense qu'il nous en reste encore 23 si je dis pas de bêtises, donc il y a encore du taf. La chance que j'ai, c'est que ceci, pareil, j'ai fait une foire au livre sur les derniers siècles de l'Empire, donc je connais assez bien la période, même sur des empereurs que je pense, j'allais dire pas grand monde connaît, c'est pas tellement le sujet, mais je veux dire que des gens qui connaissent un peu l'histoire de l'Empire maîtrisent peut-être moins. C'est vrai que j'ai fait aussi une foire au livre sur Alexis Ier, donc c'est des sujets que j'ai pas mal creusé. Donc voilà, ça devrait peut-être nous réserver quelques surprises sur certains empereurs pas trop connus et qui méritent peut-être des classements très positifs. C'est pas parce que l'Empire va moins bien qu'il y aura pas de bons empereurs, il y en aura encore des bons, voilà. Donc c'est bon pour ce soir, on respire, on souffle et tout va bien. Donc, suite du programme, laissez-moi réfléchir. Vendredi, on se retrouve éventuellement pour des batailles sur n'importe quel Total War que j'ai. Comme j'y joue jamais, je sais même plus lequel j'ai, mais s'il y a des intéressés, n'hésitez pas. Si vous êtes nul, c'est pas grave. Moi, j'y joue jamais. J'ai jamais fait une bataille multijoueur sur un Total War et je m'en branle. Je suis sûr que ça doit être très rigolo. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer là-dedans, n'hésitez pas, parce que pour le moment, il n'y a pas grand monde. Ça n'a pas l'air de ramener trop de monde et surtout, ils veulent nous faire jouer à des Medieval 2 qui ont 35 ans. Voilà, donc si on pouvait éviter, ce serait bien. Mais on s'adapte, donc s'il faut répondre à la demande populaire, je le ferai. Donc vendredi, c'est ça. Dimanche, 21h, les finances des collectivités locales. Alors, sujet qui peut paraître technique et compagnie, mais on va l'aborder sous un angle très terre-à-terre, très pratique, et dans une optique communale limitée. On va pas se disperser, ce sera pas pendant 3 heures, on va essayer de faire ça en 1 heure, 1 heure et demie, pour que vous ayez une vision concrète de la réalité, de ce que c'est. Voilà, mais pas de grand blabla, pas de droit, pas de... Enfin, un petit peu, il y en a toujours forcément, mais je veux dire, voilà, on sera pas dans quelque chose d'universitaire, de technique, de pénible. Ce sera vraiment le réel, le concret et le portefeuille. Voilà, on va aller chercher vraiment le pognon. Donc ce sera ça, et puis donc mercredi prochain, dans une semaine, c'était donc prévu que ce soit cette tier list, mais finalement ce sera la réception de Pierre,
qui viendra nous faire la confession d'un enfant du siècle, de Musset, que j'ai lu. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de préparer quelque chose comme je l'avais fait pour la marche de Radetzky. C'est un peu compliqué, j'ai vraiment beaucoup de sujets à traiter en même temps et plein de choses à faire, donc c'est un peu délicat de toujours être performant dans le contenu. Mais au moins je connais, donc ça m'évoquera peut-être des choses et je vais quand même essayer de préparer une petite bafouille rapidos, ou voir selon ce que Pierre, parce que Pierre m'a fait parvenir son boulot, voir si j'ai des points de désaccord ou d'accord ou des choses qu'on pourrait peut-être travailler pour enrichir le rendu et que ça vous apprenne quelque chose voilà, que vous ressortiez avec quelque chose de tout ça. Voilà. Je vous remercie, comme d'hab, c'est cool. C'est un exercice un peu délicat dans lequel je me suis lancé. On essaiera de faire des choses peut-être plus légères par la suite. Et puis je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé pour le petit intermède où le micro ne fonctionnait pas. Ça a été réglé assez vite. Et puis voilà. Et salut à tous. On se retrouve vendredi. Donc soit du Total War. Et si jamais on n'arrive pas à réunir des gens, rien à foutre, je lancerai un Verdun ou peu importe. Voilà. Ce sera ma petite heure et demie de jeux vidéo hebdomadaire pour me détendre le vendredi. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus, et puis portez-vous bien, bonne semaine, bon courage à tous ceux qui bossent, bonne grasse mat à tous ceux qui bossent pas, et puis sur ce, à la prochaine.